Bonjour, bienvenue tout le monde. On va commencer dans une petite minute. Welcome everyone. We will get started in just 1 minute. Letting people in. On attend simplement que tout le monde entre en ligne. Merci d'être là. Welcome everyone. Bonjour tout le Bienvenue tout le monde. monde. Bonjour. Nous allons commencer dans une minute. Donc, nous allons débuter. Bienvenue à tous au Forum national annuel de littératie ensemble sur la littératie et l'immigration, le pouvoir de la littératie dans l'expérience de l'immigration. Merci d'être là. Nous avons un excellent taux de participation, 570 personnes inscrites. Cela montre l'intérêt pour le sujet. Donc, bienvenue à nouveau. Je m'appelle Vénaline Valsin. Je suis la directrice générale de Littératie Ensemble, connue sous le nom de Collège Frontières. Permettez-moi d'abord de vous dire que je viens de Jungjamvik, Montréal, les terres non cédées de la nation Mohawk, Kanien'kehá:ka. Tiohtià:ke est connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et nous reconnaissons les Kanien'kehá:ka comme les gardiens des terres et des eaux, d'où je m'adresse à vous aujourd'hui. Alors que nous sommes réunis pour un débat sur la littératie et l'immigration, il est important de se rappeler que si la plupart d'entre nous ou nos ancêtres sont venus au Canada en provenance d'autres régions du monde, les peuples autochtones vivent ici, Inuits et Métis vivent ici depuis des milliers d'années. Leur lien profond avec ce territoire est antérieur à toutes les autres migrations. Cette reconnaissance territoriale revêt une signification particulière aujourd'hui alors que nous étudions comment la littératie peut favoriser l'inclusion et les opportunités pour les nouveaux arrivants. Elle nous rappelle qu'il faut honorer les premiers intendants de cette terre et reconnaître que le savoir autochtone et les contributions significatives sont essentielles pour façonner un avenir qui reflète la diversité et la force de toutes les communautés. Donc, Littératie Ensemble, qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes une organisation caritative nationale d'alphabétisation. Nous travaillons dans l'ensemble du pays, dans tout l'article, pour offrir gratuitement des services de tutorat et de mentorat aux adultes, aux jeunes et aux enfants qui ont besoin d'un soutien supplémentaire pour réussir à l'école, sur le lieu de travail ou dans la vie de tous les jours. Nos programmes restent pertinents aujourd'hui comme ils l'étaient à l'époque où nous avons été fondés sur le principe que chaque lieu est un lieu d'apprentissage. Nous adaptons continuellement nos programmes pour répondre aux besoins de nos apprenants et avec le soutien incroyable de nos bénévoles et de nos partenaires en littératie ensemble, s'efforce de combler le fossé de l'alphabétisation au Canada. Qu'est-ce que ce déficit d'alphabétisation ou de littératie? À l'école, c'est lorsqu'un enfant prend du retard sur le reste de la classe en matière de lecture. Pour les adultes, il peut s'agir de la différence entre savoir lire une poignée de mots et les compétences nécessaires pour trouver un emploi durable ou comprendre le mode d'emploi d'un médicament vital, par exemple. À Littératie Ensemble, nous constatons chaque jour l'impact de notre travail collectif dans la vie des dizaines de milliers de personnes qui ont utilisé nos programmes pour acquérir de nouvelles compétences et la confiance nécessaire pour atteindre de nouveaux objectifs et explorer leur potentiel. Donc, nous sommes très fiers d'accueillir le forum d'aujourd'hui pour explorer l'expérience de l'immigration et le rôle que joue la littératie pour les personnes qui commencent une nouvelle vie au Canada. Pendant ce forum, nous aborderons des questions comme comment les nouveaux arrivants au Canada s'intègrent au système d'éducation ou comment les praticiens de la littératie peuvent au mieux soutenir les nouveaux arrivants s'ils ont besoin d'améliorer leurs compétences linguistiques ou en littératie. Dans le cadre de notre réseau,
qui vise à ce que le Canada soit un endroit plus accueillant, Littératie Ensemble est fier de faire partie de cette conversation. Je vais vous présenter notre hôte extraordinaire dans 30 secondes, mais tout d'abord, on m'a demandé d'aborder quelques détails logistiques. C'est ennuyant, mais c'est important. Donc, votre écoute, s'il vous plaît. Tous les panélistes et notre hôte parleront anglais. Si vous souhaitez écouter en français, veuillez cliquer sur le bouton au bas de votre écran, l'icône qui dit interprétation. Ça ressemble à une planète. Cliquez ensuite sur français et mettez le signal audio en sourdine, audio principal. Comme nous avons une interprétation en direct aujourd'hui, nous ferons tous de notre mieux pour parler lentement et clairement. Bon, il faut que je travaille au lentement, mais j'y viens. J'y arriverai, je l'espère. Après le débat, nous ouvrirons le forum pour une période de questions-réponses. Tout le monde qui participe au forum a été mis en sourdine aujourd'hui. Mais si vous avez une question, veuillez la taper dans la section questions et réponses au bas de votre écran. Si vous avez un commentaire général, n'hésitez pas à le mettre dans la boîte de dialogue également. Le forum se terminera à 14h30, mais ne sera pas terminé parce qu'à 2h35 ou 2h40, nous aurons des sessions en petits groupes avec nos formidables panélistes. Vous aurez donc l'occasion de poser des questions à ces panélistes. Chacun parlera d'un sujet différent dans sa propre salle. Les petits groupes vont commencer tout de suite après le panel en plénière, donc de 14h35, 14h40 jusqu'à 15h15. Ces sessions se dérouleront dans le cadre d'une réunion Zoom, pardon. Vous allez devoir vous débrancher de ce colloque-ci et vous connecter au lien qui vous a été envoyé pour les petits groupes. Ce lien vous a été envoyé dans le courriel de rappel qui vous a été envoyé ce matin. Donc, allez vérifier ce courriel et voir pour voir dans quelle salle vous voulez vous rendre et vous pourrez vous connecter à cette salle au moment des discussions en petits groupes. Pour les francophones, il y aura une personne francophone dans chaque petit groupe. Si vous voulez poser des questions ou interagir en français, ce sera possible et facile. Ces personnes vous aideront au niveau de la traduction. Ce forum est enregistré, mais les discussions en petits groupes ne le seront pas. L'enregistrement du forum sera disponible sur notre site web littéracieensemble.ca après l'événement et nous serons très heureux de vous envoyer le lien par courriel si vous voulez le visionner, le partager avec d'autres. Seuls les panélistes peuvent être vus donc dans l'enregistrement et pas les participants. Donc, je pense qu'on a couvert toute la logistique et je suis ravie maintenant de vous présenter notre merveilleux hôte, Yves-Gérard Méhouloko. Il est secrétaire général de la Commission canadienne pour l'UNESCO, qui opère sous l'égide du Conseil des arts du Canada depuis 1957. La Commission canadienne pour l'UNESCO est l'une des 200 commissions nationales à travers le monde qui travaillent à l'avancement du mandat de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO. Yves Gérard dirige la CC UNESCO dans ses efforts pour engager, soutenir et amplifier le travail des organisations de la société civile canadienne et des détenteurs de connaissances dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la culture, de la communication et de l'information. Merci beaucoup, Yves, d'être notre hôte aujourd'hui et veuillez vous joindre à moi tous et toutes pour souhaiter la bienvenue à Yves.
Merci beaucoup, Mélanie. Je suis ravie de participer à ce forum de littératie ensemble, forum formidable. Et j'avoue que je vois des gens qui se saluent, des gens de partout dans ce magnifique pays euh, qui viennent d'aussi loin que Madoc, Sioux Lookout, Winnipeg, Saskatoon, Brooks en Alberta, Lévis. J'ai vu des gens de Gatineau, Moncton, et il y en a toujours plus qui s'ajoutent. Donc, merci beaucoup d'être là. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir être l'hôte de cet événement qui est très important pour la Commission canadienne pour l'UNESCO. Nous sommes ravis de nous associer à ce magnifique groupe pour nous assurer que la littératie et le perfectionnement permanent soit possible. Alors, je me joins à vous d'Ottawa, où il fait très beau mais froid. Le Conseil des arts du Canada et la Commission canadienne pour l'UNESCO reconnaissent que leurs bureaux sont situés à Ottawa. Ottawa, qui est un territoire non cédé des Anishinaabe Algonquins, dont la présence ici remonte aux temps immémoriaux. L'apprentissage permanent, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, et celui-ci est très important pour éliminer la pauvreté, la faim, pour atténuer les changements climatiques, pour façonner notre nation et nos communautés. Tout ce travail commence dans la petite enfance, en préparant les enfants à cette éducation donc permanente. L'UNESCO travaille pour réaliser cette vision de littératie pour tous depuis 1946. Nous croyons qu'acquérir des compétences en littératie et les améliorer pendant toute la vie est un droit intrinsèque à l'éducation qui entraîne de nombreux avantages. Malgré certains progrès mondialement, et s'il vous plaît, ces chiffres sont très, très importants. 754 millions d'adultes dans tout le globe ne peuvent toujours pas lire ni écrire. Et moins de 5% ont accès à des possibilités d'apprentissage. Pouvez-vous imaginer cela au 21e siècle? La littératie entraîne le développement durable, favorise une plus grande participation au marché du travail, améliore la nutrition, la santé, réduit la pauvreté, permet de prolonger la vie. L'approche de l'UNESCO, la littératie évolue et l'UNESCO a pour mission d'améliorer la capacité des États-nations à mettre en place des politiques d'éducation permanente, d'apprentissage permanent dans l'optique des objectifs visés par l'ONU et dans l'optique de l'éducation. Nous avons constitué un réseau de villes qui font la promotion d'éducation pendant toute la vie, un grand engagement à cette éducation par des administrateurs qui lancent des politiques permettant à chacune de ces villes de devenir une ville d'apprentissage. Au Canada, malheureusement, nous n'avons qu'une seule ville d'apprentissage qui fait partie de ce réseau de l'UNESCO, qui est Edmonton. Donc, mon équipe et moi-même sommes vraiment désireux de trouver d'autres villes, d'autres communautés dans le pays qui vont adhérer à notre réseau et atteindre l'objectif de rendre la littératie plus accessible à nos communautés et aux nouveaux arrivants. C'est le sujet dont nous discuterons aujourd'hui. Chaque année, Littératie Ensemble accueille de nouveaux leaders dans le domaine et cette année, nous sommes ravis d'avoir un groupe extraordinaire de panélistes pour ce forum. Je vais donc vous les présenter à tour de rôle. Trouvez des façons d'applaudir si vous le pouvez.
mettre le signal de main qui applaudissent parce que, bon, ils ont fait tout un parcours. La première personne que je voudrais présenter, Naïm Demoli, est un apprenant de littératie ensemble et participe au programme d'alphabétisation et de formation de base depuis août 2022. Naïm a immigré du Kosovo en 2007 et est aujourd'hui agent immobilier dans la région de Hamilton et de Burlington. Parissa Mahboubi. Parissa est analyste politique principal et dirige le programme de politique du capital humain de l'Institut CDA. Ses recherches portent sur la politique sociale et plus particulièrement sur la démographie, les compétences, l'éducation et le marché du travail, notamment les résultats des immigrants de deuxième génération au Canada sur le marché du travail. Elle écrit régulièrement une chronique pour la section Affaires du Globe and Mail. Bienvenue, Barissa. Fadouma Moussa. Fadouma est enseignante au primaire et directrice exécutive de la Somali Canadian Association de la région de Waterloo en Ontario. Elle a toujours été passionnée par la création de l'égalité des chances, tant dans la salle de classe que dans la communauté. Elle a de nombreuses années d'expérience dans le secteur de l'établissement et des services sociaux de première ligne. Bienvenue, Fadouma, à ce forum et merci de partager votre expérience avec nous. Venantier Noutmende. Venantier est actuellement coordonnatrice communautaire pour Littératie Ensemble au Manitoba. Auparavant, elle a travaillé comme coordonnatrice de projet à la Fédération du travail du Manitoba, au centre de santé au travail, comme travailleuse sociale dans le cadre du programme d'aide à la réinstallation et comme conseillère d'orientation pour les femmes. Venancier, bienvenue. Je suis ravie que vous soyez des nôtres. J'ai hâte d'entendre parler de votre expérience. Jeremias Teku. Jeremias est travailleur principal de l'établissement dans les écoles situées à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Il est arrivé au Canada il y a 22 ans en tant que réfugié avec sa famille de 5 personnes. Jeremias a ensuite travaillé pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, où il a apporté son soutien aux familles de réfugiés guatémaltèques. Il est membre actif du Conseil canadien pour les réfugiés, membre du conseil d'administration et président de Madhu Verma Justice pour migrants, membre du Maritime Guatemala Breaking the Silence Network et fondateur du programme FUTEL MCRF FDSA. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je suis ravie d'être en votre compagnie. Lançons donc maintenant notre discussion avec cette vidéo percutante d'une minute sur les raisons pour lesquelles la littératie est importante pour les immigrés par Kevin Jin Kwon Kim. 뭐래? 뭐래? Que c'est émouvant parce que nous pouvons tous nous identifier à cette situation. Des milliers de Canadiens et Canadiennes peuvent se reconnaître ici. Parfois, on parle même de nos voisins et même nous-mêmes. Personne ne devrait avoir ce niveau de manque de confiance parce qu'ils sont incapables de fonctionner dans impossible de fonctionner.
Alors que chaque nouveau arrivant, nouvelle arrivante au Canada fait face à des défis. La littératie, c'est un facteur commun. Aujourd'hui, il faut comprendre notamment la capacité de comprendre la langue écrite. Certains nouveaux arrivants, nouvelles arrivants pourraient arriver au Canada et qui sont déjà à l'aise dans une ou l'autre des langues officielles. D'autres, par contre, n'ont pas ces compétences. Peu importe. On doit connaître soit une connaissance de l'anglais ou du français, à être fonctionnel dans notre société, mais aussi pour répondre aux besoins de nos familles. Je vous inviterai à examiner le document de discussion qui a été préparé pour cette tribune. Et vous allez pouvoir trouver ce document dans le rappel qui vous a été envoyé. Et maintenant, lançons notre discussion. Chers collègues, chers panélistes, je vous invite à activer vos microphones parce que j'ai une question très importante à vous poser. La littératie, c'est le sujet d'aujourd'hui. Mais parlons de la littératie et de l'immigration. Voici ma première question aux panélistes. Pourquoi la littératie est-elle importante pour les immigrants et les immigrantes et l'immigration? Et j'aimerais commencer avec Parisa. Pourriez-vous vous lancer, s'il vous plaît? Merci. Bonjour tout le monde. Voici pourquoi je trouve que c'est important, la littératie. Tout d'abord, l'immigration, c'est le fait de décider notamment d'émigrer vers un autre pays. C'est une grande décision pour qui que ce soit. Et le fait de pouvoir prendre les bonnes décisions, de pouvoir se préparer pour ce parcours qui peut être particulièrement long, eh bien, c'est très important d'avoir des compétences de, de littératie importantes. Mais aussi, la littératie autonomise les immigrants dans le processus et ça permet aussi d'avoir une transition plus facile pour les immigrants dans leur nouveau pays. Mais ça permet aussi d'avoir de meilleurs résultats économiques, mais aussi une meilleure intégration dans le marché du travail et la société de façon générale. Et c'est important pour toutes les personnes, peu importe la raison pour laquelle les gens décident d'immigrer. Mais au final, la littératie les aidera à avoir un meilleur bien-être, de meilleurs résultats, des résultats sociaux, par exemple, des résultats économiques. Peut-être que les gens veulent avoir une meilleure vie pour eux et aussi pour leurs enfants. Alors, la littératie autonomise les gens. Il y a différents parcours d'immigration. Mais aussi le fait d'arriver dans une nouvelle société, il peut y avoir des nouvelles exigences, tous ces facteurs font en sorte qu'on a besoin d'un niveau élevé de compétences en littératie afin que les gens puissent vraiment s'intégrer à la nouvelle société, au marché du travail et permettre aussi à faire valoir les compétences acquises dans leur pays d'origine et pouvoir mettre en valeur ces compétences ici au Canada. L'immigration, vous l'aviez mentionné, c'est une décision très difficile pour les familles. Laisser ces êtres chers derrière et passer vers un autre pays, c'est une décision difficile. Mais aussi, il faut savoir que la littératie, en plus, ça peut poser beaucoup de défis. Liam, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Naïm, plutôt, j'aimerais savoir ce que vous en parlez, ce que vous en pensez. Vous êtes déménagé au Canada en 2007 du Kosovo. Vous aviez besoin des services du Collège Frontière à l'époque. Alors, quelle a été votre expérience avec votre arrivée ici et aussi avec Littératie Ensemble? Ici, Naïm Demoli. Oui, c'est vrai, je suis déménagée en 2007. Au début, c'était difficile parce que je ne savais pas quelles étaient les ressources, quelles étaient les organisations, les institutions qui pouvaient agir à titre de ressources. Mais tranquillement, on arrive à apprendre. Mais c'est difficile pour les gens qui n'ont pas de famille ici, notamment des familles qui peuvent les aiguiller pour leur dire où aller pour chercher de l'information. Pour ma part, j'étais chanceux. Ma sœur était ici
Elle m'a dit que je pouvais travailler notamment avec l'anglais langue seconde. Alors, l'anglais langue seconde, eh bien, il y a beaucoup d'étudiants. Donc, c'est plus lent que de travailler avec littératie ensemble. Donc, dans ce cas-là, il y avait un enseignant avec 30 étudiants et certains étudiants avançaient ou progressaient plutôt lentement. Mais avec littératie ensemble, c'était différent parce qu'il y avait un enseignant, un enseignant qui prêtait attention à moi, il sait à quoi s'attendre, il peut, euh, il peut bâtir sur ce que vous avez déjà comme compétence. Alors, mon épouse a fait de la recherche et elle a trouvé cette organisation, la littératie ensemble, et elle a inscrit les enfants, notamment pour des cours de mathématiques. Et ensuite, ma conjointe a commencé à prendre des cours. Elle a commencé à travailler et après quelques mois d'apprentissage, justement, elle a pu commencer à travailler. Ensuite, moi, j'y suis allée. C'est très intéressant, dit Yves Gérard. Dans la vidéo, on a constaté les défis auxquels on peut être confronté tous les jours, notamment de pouvoir lire une description, de pouvoir fonctionner dans un quotidien. Est-ce que c'est le genre de défi auquel vous étiez confronté? Et Sinaïm, oui, absolument. Il y a toute une gamme de connaissances que l'on connaît et que l'on ne connaît pas. Mais moi, à titre d'apprenant, ce que j'ai jugé utile, c'est que parfois, on entend un mot ici ou là, mais ce mot pourrait être très avancé. Mais lorsque l'on commence à parler à des gens dont la langue maternelle est l'anglais, eh bien, on constate autre chose. Par exemple, j'ai eu un échange avec une telle personne et je connaissais le mot encounter, rencontrer. Mais nous, quand on échange, c'est plus, c'est plus décontracté. Donc, parfois, j'entends des mots qui sont un peu plus sophistiqués. Donc, chaque fois que j'entends un mot, je l'écris et ensuite, je parle avec Yohanda et elle est tout à fait extraordinaire. Il est tout à fait extraordinaire, plutôt. Avant, je suivais des cours d'anglais langue seconde, mais lui, il est tout à fait incroyable. Donc, j'en parle avec lui et il me dit une façon plus décontractée, plus lambda de parler de ce mot-là. Donc, comme ça, je peux avoir une discussion un peu plus avancée. Ici, Yves Girard, vous avez parlé ESL, c'est-à-dire l'anglais langue seconde, mais vous avez parlé ESOL, et c'est-à-dire, de fait, on parle plutôt ici de, oui, effectivement, l'anglais langue seconde, parce que les gens se posaient la question à savoir de quoi il s'agissait. Donc, merci Naïm d'avoir précisé. Et parlons des effets maintenant d'avoir des faibles compétences en littératie. Comment peut-on aider les gens qui viennent ici à apprendre de façon différente? Mais aussi parlons des réfugiés, des immigrants économiques. Fatima, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, parce que moi, je crois que c'est quelque chose que vous voyez tous les jours. Bonjour. Je suis vraiment reconnaissante de l'occasion qui m'est offerte d'être avec vous aujourd'hui. Je juge que c'est un échange très important. Et aussi, il faut reconnaître ce que la littératie représente pour tout le monde et à quel point ça peut être différent selon les différentes cultures ou les différentes voies d'immigration. De cette façon, nous pouvons appuyer des familles et des nouvelles familles qui ont des faibles compétences en littératie. Mais il faut tout d'abord se poser la question, sont-ils illettrés dans leur langue d'origine? Parce que là, ça
exige une approche complètement différente, notamment comment allons-nous encourager la littératie, encourager aussi la compréhension de pourquoi c'est important. Dans certains cas, les gens sont nés dans un camp de réfugiés ou ils ont été élevés dans un camp de réfugiés et peut-être qu'ils ont 15 ou 17 ans et ensuite ils arrivent au Canada et maintenant ils ont un programme de littératie structuré ou mais plutôt sans comprendre l'importance de la littératie, c'est plus difficile. Il faut savoir que les apprenants, et ici que ce soit des jeunes enfants ou des adultes, il faut comprendre où ils en sont rendus et les appuyer dans leur niveau de littératie. Il y a différentes façons que nous pouvons encourager cet amour de l'apprentissage. Dans certaines cultures, la littératie, pour eux, c'est dans le verbal, raconter des histoires. Donc, même s'ils ne peuvent pas écrire et lire dans leur langue maternelle, ils peuvent s'exprimer quand même. Donc, plutôt que de se concentrer, par exemple, sur l'apprentissage de l'anglais, il faut plutôt regarder la langue d'origine. Donc, nous avons notamment des programmes de devoirs, mais j'ai vu de telles situations aussi dans la classe, là où familles, les familles ont des faibles compétences en littératie et souvent même dans leur propre langue d'origine. Ici, Yves Gérard, c'est intéressant aussi de constater à quel point que la langue est le véhicule de la culture. Oui, Fadoum a très bien expliqué la situation parce que moi, j'ai plusieurs programmes au Manitoba. Dans certains cas, nous offrons des services et des programmes. Je vais vous donner un exemple. Nous avons différents programmes, notamment dans l'ouest du Manitoba. On aime aider les nouveaux arrivants, les nouvelles arrivants, les réfugiés. On les aide à s'intégrer. On les aide à s'intégrer dans la région où ils se sont installés. La question à laquelle ils sont confrontés, ce sont des programmes de littératie. Donc, il faut savoir que ces gens arrivent, par exemple, d'un camp de réfugiés. Pour certains, ils ont habité ce camp pour plus de 20 ans et même 25 ans. Et ces gens, eh bien, la majorité de ces gens arrivent avec plusieurs enfants. On va voir des familles, des femmes monoparentales qui ont 7 ou 8 enfants. Et la mère ne sait même pas comment écrire dans sa propre langue. Et lorsqu'ils arrivent au Canada, il faut tout d'abord comprendre le système scolaire au Manitoba. Donc, il, on met les enfants dans le niveau selon leur âge sans avoir évalué leurs compétences. Donc, par exemple, s'ils ont un tel âge, ils vont les mettre en sixième année. Mais ils n'ont même pas eu l'occasion d'être intégrés en première année. Comment peut-on s'attendre à ce que cet enfant va réussir en sixième année? Parce que ces enfants n'ont aucune compétence de base en littératie. Aucune. Et ils ont d'autres problèmes. Ça peut causer des traumatismes, des problèmes de santé mentale, un manque de confiance, un manque de compréhension. Oui, ça fait peur parce que plusieurs de ces enfants sont ceux qui peuvent se retrouver dans ces situations difficiles. Donc, il y a beaucoup de problèmes et, et beaucoup de niveaux différents de littératie au Canada.
C'est la raison pour laquelle, ensemble, la littératie ensemble, plutôt, nous essayons de savoir comment nous pouvons les appuyer, appuyer tout en appuyant également les clients qui ont des compétences en littératie solides. Ici, Yves Girard. Oui, c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur le système scolaire, mais on peut se poser la question aussi, est-ce qu'on les laisse tomber? Notamment parce que éventuellement les enfants vont peut-être décrocher, notamment parce qu'ils n'ont pas accès à un niveau de littératie acceptable. Donc, parlons du niveau de littératie. Alors, pouvez-nous nous parler des effets des faibles compétences en littératie, Parissa? Oui, pour ce qui est des faibles compétences en littératie, il y a plusieurs impacts, notamment pour les résultats économiques. Il y a un lien très robuste entre la littératie et les occasions d'emploi et aussi les résultats en termes d'emploi et de revenus. Donc, des niveaux plus élevés de littératie feront en sorte qu'il y a un lien plus clair par rapport à l'emploi et les niveaux de revenus. Mais aussi pour ce qui est des interactions quotidiennes, le fait de pouvoir participer à la société de façon générale. On doit avoir des compétences de littératie pour pouvoir interagir ou communiquer avec les gens, même si on choisit de ne pas se joindre au marché du travail. Ou encore, si vous décidez d'avoir accès à des ressources, le système de santé, le système scolaire pour les enfants. Donc, les faibles compétences en littératie font en sorte que les gens ne peuvent pas participer dans la société, au marché du travail, d'aller chercher de l'information, de trouver des, euh, des personnes qui peuvent les aider. Et pour certaines personnes, ça peut mener à l'isolement et ils peuvent être déconnectés du reste de la société. Ce n'est absolument pas ce que l'on veut. On veut que les immigrants s'intègrent à la société, au marché du travail et aussi un sens d'appartenance au sein de la communauté. Et une des choses que j'aimerais mettre en lumière, notamment pour le système scolaire, parce que suite à l'immigration, certains nouveaux arrivants doivent combler un écart au niveau des compétences et pas seulement au niveau de la littératie. Ils ont peut-être des compétences dans leur pays d'origine, mais est-ce que ces compétences peuvent être mises à profit au Canada? Donc, parfois, il y a des lacunes en compétences et que les gens, donc, doivent aller à l'université pour pouvoir combler ces lacunes. Mais lorsqu'il y a des faibles compétences en littératie dans les langues officielles du Canada, c'est très difficile pour eux de faire du rattrapage. Donc, les résultats, de façon générale, pour les immigrants, c'est très important pour la littératie est très importante, notamment pour les interactions, mais aussi pour viser des emplois et d'autres résultats productifs. Autre chose que j'aimerais mettre en lumière, nous avons parlé des différentes catégories d'immigration. Selon mes recherches, il y a des lacunes en littératie dans toutes les catégories d'immigration. Dans certains cas, c'est plus important que dans d'autres, mais même pour ce qui est des immigrants économiques qui ont déjà été choisis, notamment par rapport à l'éducation et ainsi de suite, on voit des lacunes de compétences en littératie, même ceux et celles qui ont un haut niveau d'éducation. Mais par exemple, les hauts niveaux d'éducation devraient se traduire en un niveau en compétences de littératie solides, mais ils ne sont pas capables de traduire leurs compétences dans le genre de compétences auxquelles on a besoin au Canada. Ici, Yves Girard. Donc, ce que vous dites, c'est qu'un haut niveau d'éducation, ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez avoir des, qu'il n'y aura pas de problème de littératie. Et c'est vrai, c'est un niveau, les gens qui ont un niveau on tient pour acquis que les gens qui ont un haut niveau d'éducation auront moins de problèmes au niveau de la littératie.
Alors, vous dites que les gens doivent s'intégrer également, d'abord dans la société, mais certainement dans le système scolaire. J'aimerais beaucoup entendre le point de vue de Jeremias à ce sujet, parce qu'on ne vous a pas encore entendu depuis le début de cette discussion. Que pensez-vous de l'intégration? Les gens doivent-ils s'intégrer et qu'est-ce que cela signifie que de s'intégrer dans un système éducatif? Merci beaucoup de cette introduction. Tout d'abord, en tant que nouvel arrivant moi-même, l'intégration pour moi dans un pays d'accueil doit se faire à deux niveaux. D'abord, par exemple, euh, on a beaucoup d'informations sur notre communauté hôte, mais est-ce que notre communauté hôte sait certaines choses sur moi en tant qu'immigrant? Euh, s'il existe de l'information sur moi et ma nation, elle est limitée. La communauté haute a peut-être du mal à comprendre la personne comme migrant. Et il y a peut-être des gens qui pensent que la violence accompagne toujours les migrants ou la violence accompagne toujours les réfugiés. Et c'est quelque chose de négatif. Mais s'agissant d'éducation, s'agissant des camps de réfugiés ou des gens qui arrivent et qui ont un faible niveau de scolarité, il faut se demander ce qu'il adviendra de leurs enfants ou de leurs jeunes si on ne les accueille pas dans leur langue. Quand on parle de langue, ça n'est pas nécessairement parler, ça veut dire les accueillir de façon significative. Savoir que les enfants ont peut-être été témoins d'horreur et quand ils arrivent à l'école, ils ont beaucoup de mal tout d'abord à savoir comment s'intégrer dans l'école, mais on ne fait pas attention à cela. On leur dit, ah, vous avez 17 ans, bienvenue en 11e année. Alors, imaginez le stress pour ce jeune. Alors, plutôt que de l'accueillir, dire, il faut veiller à votre bien-être au-delà de l'éducation. Parlons leur langue. Et quand je dis leur langue, je veux dire la culture. Et il faut dire aux jeunes, je dois vous écouter et de façon significative leur donner des réponses. Et un jour, cette intégration se produira au Canada le plus vite possible, évidemment. Pas trop longtemps, mais certaines personnes prennent 5, 10, 15, 20 ans pour vraiment s'intégrer dans la société. Ce que vous mentionnez est très intéressant et il y a des réactions d'applaudissements marqués de vos commentaires. Ce que vous dites essentiellement, c'est que nous avons deux gestes à poser. Le premier, l'intégration, c'est-à-dire ce que fera un nouvel arrivant pour veiller à son bien-être dans la société. Mais il y a aussi le modèle de la société qui pourrait se préparer à les intégrer, à les accueillir, donc les inclure dans leurs projets communautaires et créer une plus grande relation avec ces nouveaux arrivants dans le but de mieux les accueillir. Nous avons des questions très intéressantes pour la période de questions et réponses. Nous reviendrons certainement à ce thème car nous avons des questions très intéressantes qui viennent d'arriver. Je vais vous lire ces questions dans quelques instants pour la période de questions et réponses. Mais parlons maintenant des praticiens en littératie. Comment peuvent-ils soutenir au mieux les nouveaux arrivants au Canada de façon culturellement significative, comme vous venez de le mentionner, Jeremias? Une façon significative serait de mettre, par exemple, un artefact dans la salle de classe.
euh, au moins dire bonjour dans ma langue. Imaginez à quel point je serais heureux si j'arrivais dans ma salle de classe en tant qu'enfant ou étudiant au secondaire ou même au jardin d'enfance et que voyais Hola, ¿cómo estás? Ou le premier jour, si quelqu'un me saluait en me disant Hola, ce serait magnifique pour moi. Ce serait un rappel de toute ma vie, en fait, dans mon esprit. Et nos enseignants euh, négligent cela en disant, je n'ai pas les ressources, je n'ai pas la formation, mais dans la langue de la bonté, je pense qu'il est possible de réserver un bon accueil aux immigrants. Nos étudiants n'ont pas besoin déjà de connaître l'anglais pour s'exprimer, c'est-à-dire qu'on peut créer des clubs multiculturels, comme on l'a fait à Fredericton. On a une soirée multiculturelle, on inclut tout le monde et on célèbre leur culture, hein. Et ce faisant, nous ne sommes pas simplement en train d'accueillir l'étudiant, mais leurs parents aussi, la communauté. Et c'est une façon de montrer la richesse de notre culture et de la partager. Et donc, ma communauté d'accueil n'a plus peur de moi. Quand ils me voient dans la rue, ils disent, ah, cet homme était là l'autre soir et il parlait, il dansait. Donc, c'est une sensibilisation. Il y a différentes façons. J'utilise le soccer pour faire mon travail aussi. Bien souvent, c'est là que mes clients se trouvent. Et dans ce contexte, partagent l'information avec moi. On n'a pas besoin de l'anglais pour accueillir des immigrants de façon significative et les inclure. C'est très intéressant. Vous mentionnez évidemment le soccer, le football, qui est un langage international, hein. Toutes les cultures utilisent le soccer pour se retrouver. Cet été, on a vu que dans la région de Sherbrooke, au Québec, et ici aussi à Gatineau, il y a un tournoi de soccer qui est organisé pour veiller à ce que les gens de différentes communautés apprennent à se connaître. La littératie est liée à la culture également. Et ça, c'est important de ne pas l'oublier. Comment un faible niveau de littératie limite-t-il la capacité des nouveaux arrivants à vraiment participer pleinement et de manière significative à la société canadienne? Quel genre de limite un faible niveau de littératie peut-il créer pour une participation pleine et entière à la société canadienne? Par exemple, oui, oui. Alors, un faible niveau de littératie peut entraîner des conséquences à de multiples niveaux. Euh, L'impact peut se faire sentir dans tous les aspects de la vie d'un immigrant. Par exemple, les résultats économiques, les avantages économiques, les possibilités d'emploi. L'objectif de tout immigrant est de pouvoir s'intégrer dans le marché du travail et se construire une vie qui sera agréable pour eux et leur famille, donc être productif et avoir un emploi bien rémunéré pour soutenir leur famille. Donc, un faible niveau de littératie, en fait, empêche ces immigrants d'accéder, par exemple, à des possibilités d'emploi. Ça limite leurs possibilités d'emploi et donc, ils ne peuvent pas postuler certains postes ou même, ils ont parfois les compétences techniques requises, mais comme ils ne peuvent pas s'exprimer et ne peuvent pas appliquer leurs compétences, ils ne peuvent pas postuler. Et aussi pour recueillir de l'information, même au niveau du lieu des emplois. Comment préparer un curriculum vitae, par exemple, pour postuler? Comment préparer une entrevue réussie? Le faible niveau de littératie se répercute sur tous ces éléments et constitue un obstacle à l'emploi et un bon niveau de rémunération. Un autre facteur
qui affectent la cohésion sociale, par exemple, pouvoir interagir avec les voisins, être impliqué dans la communauté, avoir accès aux ressources, par exemple aux soins de santé. Si quelqu'un a des problèmes de santé et n'arrive pas à trouver un bon médecin ou un médecin de famille, il ne peut pas communiquer ses problèmes, ne peut pas communiquer tout court, hein, aura du mal à trouver de l'information et cette personne aura du mal à accéder aux ressources ou même des ressources pour euh, améliorer leur niveau d'alphabétisation, trouver des cours, des ressources. euh, En ce sens, ça aussi, ça a un effet sur le procédé d'apprentissage et, euh, et ça les prive d'une meilleure intégration dans la société. Ils s'isolent et ne peuvent pas interagir, ce qui affecte la dynamique familiale aussi. Si les enfants, par exemple, vont à l'école, les enfants, eux, apprennent très, très rapidement une nouvelle langue et donc vont l'acquérir plus rapidement que leurs parents. Alors, si les parents n'emboîtent pas le gant, cela crée des décalages dans la famille et donc ça a une incidence sur la dynamique familiale. Exactement, des problèmes de communication dans la famille parce que les enfants ont aussi changent un peu de culture et il y a un obstacle linguistique au sein du foyer. Alors, vous parlez des enfants, parlons donc effectivement des enfants, ce qui est très important. Comment les enfants et les parents s'entraident-ils pour comprendre le système éducatif? Rémias, j'aimerais vous entendre, vu le type de travail que vous faites. Vous avez parlé du football, du soccer comme façon de vous mettre en lien avec des gens. Je vais continuer de parler de football. C'est une de mes passions. Quand je suis arrivée ici, il y a des centaines d'années, le soccer, le football était une façon de m'intégrer dans la communauté. Quand je suis arrivée au Canada, c'était le milieu des années 80. Il n'y avait pas beaucoup d'immigrants à l'époque. Donc, le soccer était une façon pour moi d'accéder à la communauté, de m'intégrer. Comment les enfants et les parents s'entraident-ils pour comprendre le système éducatif? En fait, une des meilleures façons, c'est de témoigner de respect envers les enfants. Les enfants sont des êtres humains, ils ont des sentiments et il faut se le rappeler. Donc, en tant que parent, en tant que père, il faut être sensible à cela. Si je traverse une période de stress ou de dépression, mes enfants vont le ressentir. Je dois me mettre à l'écoute de mes enfants, jouer avec eux et me rendre parfois à l'école. Et je n'ai pas besoin de l'anglais ou de la langue pour aider mon fils ou ma fille à s'intégrer. Bien souvent, on entend des parents dire, ah, il n'y a pas de devoir, le système d'éducation ne fonctionne pas. Dans mon pays, ils donnent beaucoup de devoirs et l'éducation des enfants est bien supérieure. Il faut savoir que nos enfants sont dans un processus d'ajustement et ils travaillent fort pour s'intégrer et ils traitent avec deux, ils composent avec deux cultures. Et il y a la culture d'intégration. Et donc, ils travaillent pour s'intégrer dans la communauté aussi. Alors, imaginez des gens qui viennent d'une culture différente, ne parlent pas encore la langue. Les risques sont que quand moi je parle anglais, par exemple, et que je présente mes idées en salle de classe, mes camarades de classe vont peut-être rire de moi. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train de se moquer de moi. Et pourtant, je fais de mon mieux pour m'intégrer. Mais mes parents me poussent à m'intégrer plus vite ou alors je fais moins. Et
euh, les jeunes essaient d'imiter la culture canadienne, mais chez eux, ils ont une culture différente et donc un choc des cultures. Les parents veulent les garder dans la culture d'origine et ça, c'est presque impossible parce que les enfants, de leur côté, essaient de s'intégrer. Et là, ils se disent, bon, je ne suis pas accepté pleinement dans mon école et je ne suis pas accepté non plus à la maison. Et c'est là où je pense que les étudiants se donnent une troisième culture et prennent les valeurs culturelles de leur propre culture en combinaison avec la culture d'intégration, la culture de leur nouveau pays. Mais voilà, il y a cette dichotomie entre les deux cultures. En tant que parent aussi, on se plaint bien souvent. On dit, ah, mon fils est différent maintenant. Mais n'oublions pas que nous sommes tous des êtres humains, peu importe d'où nous venons, il faut être sensible à cela et être respectueux. Et quand on commence par cette sensibilité, par cette dose de respect, par avoir conscience que l'enfant de 5 ans, l'enfant de 17 ans sont également des êtres humains. Excellent commentaire. J'aimerais entendre les autres panélistes aussi à ce sujet. Quel genre d'expérience avez-vous connu en tant que parent ou même en tant qu'enfant? Euh, Comment avez-vous réussi à comprendre le système scolaire? Le système éducatif, ça n'est pas une tâche facile. Et puis au Canada, on a des systèmes différents selon la province où l'on vit. Donc, Fadouma, peut-être que vous pouvez commencer. Oui, il y a un certain nombre de choses au niveau des écoles qui essaient d'accueillir les familles, les intégrer, les orienter. Il y a des travailleurs d'orientation qui sont là pour faciliter cette transition, mais finalement, tout tourne autour de la façon dont les enseignants ou les personnes à l'école créent ce sentiment d'appartenance. Comme Jérémy a dit, c'est un niveau d'acceptation. Leur langue, juste un signal de leur dire bonjour, bienvenue dans leur langue, ou pouvoir aborder certains thème dans la salle de classe au sujet des traditions, de la culture. Qu'est-ce que vous célébrez? Est-ce que vous jeûnez? Qu'est-ce que c'est que le ramadan? Donc, faire allusion aux différents types de cultures et exposer les enfants à cela. C'est très important pour les familles de nouveaux arrivants, comme pour tout enfant qui arrive à l'école pour apprendre. Donc, créer ces espaces sécuritaires et permettre que l'enseignement se fasse naturellement, l'apprentissage se fasse naturellement entre les jeunes qui sont liés aux Canadiens, qui n'ont peut-être jamais entendu parler de cette culture, et les nouveaux arrivants. Et pour revenir à ce que Jérémias disait, il y a deux cultures en jeu. Là, les jeunes arrivent et veulent simplement appartenir à quelque chose, être acceptés, ils veulent établir ces liens. Mais plusieurs des autres enfants dans la classe sont amis depuis le jardin d'enfance. Et là, on est rendu en 7e année. Donc, ces nouveaux arrivants essaient de s'intégrer et puis retournent à la maison et ces valeurs, cette culture, ça fait partie de leur identité. Donc, comment est-ce qu'on les intègre, ces identités, dans les écoles, dans le système scolaire, de façon authentique, pour célébrer, honorer toutes ces expériences? C'est ainsi qu'on crée ce sentiment d'appartenance et un environnement bienveillant. C'est intéressant. On peut aussi dire que certains de nos enfants s'identifient à 2, 3 cultures différentes dans la même journée. À la maison, ils utilisent leur langue maternelle. Il y a la culture à la maison. Quand ils entrent dans le bus scolaire, là, c'est une autre culture. Dans la salle de classe, il faut parler l'anglais ou le français et c'est différent de ce que l'on fait à la maison. Et donc, culturellement, cela crée certaines tensions. Naïm, j'aimerais vous entendre à ce sujet. Qu'est-ce que vous pensez du rôle des enfants et des parents pour s'entraider afin de comprendre le système éducatif?
Oui, alors juste pour rebondir sur ce que Fadouma disait, je pense que c'est une bonne idée d'avoir un enseignant, euh, par exemple, dans une école où plusieurs personnes viennent d'une seule et même région, de Perse par exemple, d'avoir un enseignant qui est originaire de Perse. Donc, il connaît peut-être la région, les voisins. Je sais que c'est un défi parfois et ça peut être difficile, mais c'est une façon euh, de comprendre la culture. Par exemple, quand je suis arrivée, et je parle de culture sociale maintenant, quand je suis allée au magasin, j'ai pris un article et quand je suis arrivée pour le payer, le prix était différent du prix indiqué. Dans mon pays, ça n'arrive jamais. Le prix était toujours le même que celui sur l'étiquette. Mais ici, ça peut être un prix différent. Donc, ça, c'est une différence culturelle. Il y a certains pays où, par exemple, ils ont des jours différents au calendrier, plus de jours en janvier ou en février. Donc, ce sont des différences entre votre pays d'origine et le Canada. Pour ce qui est de la langue, quand je parlais à mon enseignant, par exemple, Yolanda, lame à deux tranchants, nous avons la même expression, mais avec un sens complètement différent de lame à deux tranchants. Et donc, ça, on l'apprend petit à petit. Lame à deux tranchants, ça veut dire qu'une situation peut être bonne ou mauvaise, mais dans mon pays, ça veut dire que les deux côtés sont les pires, sont mauvais. Donc, on remarque ce genre de choses. Et même pour les enfants, parfois, ils rentrent à la maison et ils ont besoin de votre aide. Et c'est là que vous vous dites, vous vous retrouvez dans une situation où vous ne pouvez pas les aider, même si vous le souhaitez. Parfois, par exemple, c'est l'inverse. Ce sont les enfants qui vous apprennent des choses. Nerveux, c'est un mot qui s'utilise dans mon pays pour dire furieux, en colère. Ici, nerveux a un autre sens. Donc, ce sont les choses qu'on apprend quand on assiste à des cours ou même cette histoire de culture sociale, on remarque des différences. Donc, ça n'est pas facile, mais ça n'est pas impossible non plus. Il n'est pas impossible de corriger les problèmes. Quel point intéressant que vous avez soulevé, Naïm. Et les différences culturelles aussi dont il faut tenir compte, et l'utilisation des bons mots, des bons termes, et les expressions, et des expressions que nous n'avons pas. Parce que peut-être que pour vous, vous êtes rendu à votre quatrième ou cinquième langue et que les gens ne sont pas particulièrement patients. Et je sais aussi, les gens qui tentent de parler français et que les gens nous corrigent, ça peut être très frustrant. Je sais que vous faites de votre mieux, mais il y a quelqu'un qui vous corrige à chaque fois que vous ouvrez la bouche. Alors, Venantie plutôt, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. J'aimerais parler par rapport aux stratégies d'intégration. Nous savons tous et toutes que nous avons des catégories d'immigrants différents. Moi, je, je concentre mes efforts surtout sur les réfugiés. C'est en fonction de mon vécu personnel mm, et que ce que je constate, c'est que lorsque les réfugiés et les immigrants arrivent au Canada, ils ont besoin d'un programme. Ils utilisent notamment des services proposés par les services d'immigration du Canada. Mais
Lorsque l'on examine la situation plus en profondeur, surtout les réfugiés et les immigrants qui arrivent au Canada, on constate qu'ils ont beaucoup de problèmes. Premièrement, il y a eu des traumatismes associés à différents enjeux auxquels ils étaient confrontés, là d'où ils viennent, ou notamment une expérience, leur vécu dans un camp de réfugiés. Lorsqu'ils arrivent au Canada, ils ont des taux de traumatisme élevés. Et là, je parle des parents et des enfants. Donc, c'est important de leur donner une orientation générale au système. Pour ma part, et je parle spécifiquement des enfants dans l'école, ce serait mieux si on pourrait avoir des services de counseling spécialement pour eux. Notamment ici, on parle des réfugiés, des nouveaux arrivants et des nouvelles arrivants, notamment pour les aider à vivre, à surmonter ce stress qu'ils vivent en déménageant ici. Moi, je pense que ça va aider les étudiants qui arrivent ici avec des traumatismes lourds associés à la guerre, mais aussi les traumatismes associés avec une phobie sociale ici, notamment une phobie sociale parce que il y a euh, un manque de compréhension, un manque de capacité linguistique. Ils se posent la question, comment est-ce que je vais communiquer avec mes camarades de classe? Comment est-ce que je vais communiquer mes émotions? Pour ma part, j'aimerais qu'il y ait des programmes ou des services spéciaux pour aider spécifiquement ces enfants et les familles qui arrivent ici et qui ont vécu ces traumatismes graves. C'est très important pour moi et c'est personnel parce que il y a des gens avec qui j'ai travaillé. C'est une famille magnifique qui est arrivée ici, des enfants magnifiques, mais au final, la situation a mal fini pour eux. Et parfois, ce que je constate, c'est que je me dis, s'ils avaient reçu davantage d'appui dans le système, notamment par rapport à des services sociaux, mais les services sociaux sont complètement dépassés. Il y a énormément de demandes. Et comment vont-ils, ces professionnels, continuer à appuyer des gens alors que la demande est si importante? Donc, encore une fois, ce genre de famille a besoin de beaucoup de soutien de la part du gouvernement. Donc, des services spéciaux, des services de relocalisation doivent les aider parce que il y a des immigrants qui arrivent ici de partout au monde. Donc, chaque immigrant a une situation particulière. Ils ont un contexte différent. Ils ont besoin d'une adaptation différente. Et ça peut certainement poser des défis. Mais la question est la suivante. Comment pouvons-nous appuyer ces gens à confronter ou à s'attaquer à ces problèmes? Moi, je juge que nous devons discuter de ces questions. Et pour moi, encore une fois, ce qui est important, je parle des immigrants et des réfugiés qui arrivent ici avec des traumatismes importants. Comment peut-on les aider à s'intégrer, surtout dans le système scolaire? Et comment pouvons-nous essayer de les aider à surmonter ces traumatismes? Ici, Yves Gérard, c'est très intéressant. Bien sûr, les traumatismes, nous devons en tenir compte lorsque l'on parle de la littératie, lorsque l'on parle de l'inclusion et l'intégration des nouveaux arrivants, des nouvelles arrivantes ici au pays. Alors, j'ai une question. Et cette question est pour vous, Venantier. Comment
les organisations peuvent-ils concevoir des programmes afin que les gens soient mieux outillés? C'est une excellente question, dit Valentia. Cette année, la littératie ensemble, je suis coordonnatrice dans ma région. Nous avons commencé à offrir des programmes de littératie pour les enfants et les jeunes. Lorsque nous essayons d'offrir de la programmation différente et ensuite, moi, je, il y avait d'autres immigrants qui voulaient se joindre à nos programmes, aux programmes qu'on offrait aux jeunes. Et voici ce qu'on a fait. Nous les avons accueillis tous et toutes au programme. Mais aussi, il y a les parents ont des enfants de la première à la sixième année. Donc, voici ce qu'on a fait. On a accueilli tout le monde, toutes les familles. Et de cette façon, ils ont pu prendre le temps de s'aider, de s'entraider. Et aussi, nous avons que c'était une excellente expérience. Donc, on a, on s'est concentré sur l'intégration et ce qu'on a constaté, donc, que c'était un programme axé sur les enfants, mais on a constaté que les parents étaient aussi intéressés. Et cela a créé un environnement sûr parce que ces nouveaux arrivants, ces nouvelles arrivantes nous arrivent de partout dans le monde. Et pour eux, le fait d'avoir les enfants et les parents, eh bien, tout cela crée une intégration sociale, des occasions, des occasions pour des rassemblements. Aussi, ils peuvent apprendre les uns des autres et s'appuyer les uns les autres aussi. Pour ma part, je trouvais que c'était vraiment un excellent programme. C'est la raison pour laquelle maintenant, nous avons un autre projet et ce sera en fonction du financement, mais nous, nous essayons aussi de créer un programme pour les nouveaux arrivants, arrivantes adultes, mais aussi d'autres programmes dans l'ouest du Manitoba. Donc, je parle notamment de la région de Brandon et la région environnante. Enfin, pour ce qui est de la littératie ensemble, nous espérons de pouvoir s'assurer qu'il y a davantage de littératie au sein de plusieurs catégories d'immigrants et de réfugiés. On voudrait aussi aider les jeunes, les jeunes immigrants se joindre aux parents lors d'un programme. Ça leur permet aussi de passer du temps en famille pour lire, par exemple, du temps en famille pour étudier. Nous croyons qu'en fonction de nos ressources et en fonction du programme que nous avons créé, on constate qu'il y a beaucoup de parents qui ont vraiment besoin d'appui en même temps que les enfants. Je vais vous donner un autre exemple. C'est que je coordonne un programme en ligne pour les enfants et les jeunes. Mais
de façon générale, on envoie une inscription en ligne. Mais voici ce qui est intéressant. Nous avons ici reçu des demandes de la part de leurs parents. Ils nous demandaient, pouvez-vous nous aider pour obtenir du tutorat pour améliorer nos compétences en anglais? Donc, il y a certains parents qui nous ont dit, oui, nous sommes inscrits dans un programme pour apprendre l'anglais. Mais tel que les collègues l'ont mentionné, parfois ces programmes d'anglais, eh bien, ils vont mettre des gens de la première année à la troisième année dans une grande classe. Donc, des gens qui ont des compétences différentes. Donc, ce que l'on constate, c'est que les personnes qui sont au niveau 1 sont stressées parce que ceux qui sont au niveau 3 sont plus avancés. Et cela crée aussi un certain espoir dans la littératie, mais aussi on pense que ça ne fonctionne pas. Donc, moi, je crois que en fonction de ce que l'on a appris, que les adultes qui communiquent avec nous, eh bien, ils nous disent, j'ai besoin de l'aide de votre part, j'ai besoin d'un tutorat en tête-à-tête. Donc, pour ce qui est de l'ensemble, de littératie ensemble, je pense qu'on devrait se concentrer davantage sur les nouveaux arrivants, les nouvelles arrivantes adultes qui apprennent l'anglais. Je crois que cela permettrait justement de minimiser ces défis. Ici, Yves Girard. Oui, je crois que Fatouma voulait ajouter quelque chose. Allez-y, Fatouma. Oui, tout ce que vous aviez évoqué, c'est magnifique. Et j'aimerais revenir sur cette approche familiale. Nous offrons des programmes aux enfants et aux jeunes, mais si les parents sont tenus à l'écart, eh bien, les parents pourraient ne pas se sentir autonomisés, ne pas incapables de pouvoir aider les enfants à la maison. Ils ne comprennent pas ce que les enfants ramènent à la maison. Donc, le fait de proposer un programme familial, je trouve que c'est vraiment génial et je crois qu'on devrait en voir davantage. La société, souvent, se concentre davantage sur les enfants et les jeunes et les adultes séparément. Mais lorsque ces groupes sont ensemble, eh bien, ce serait bien. Ici, Yves Gérard, je trouve que c'est intéressant de voir ces stratégies que l'on pourrait avoir à l'avenir. Alors, nous avons beaucoup de questions qui nous sont arrivées de l'auditoire. Je vais en lire quelques-unes. Malheureusement, nous allons manquer de temps, donc on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Nous allons peut-être devoir organiser une autre tribune. Je lance l'idée comme ça, mais c'est une décision qui reviendra à la littératie ensemble. Mais nous avons reçu beaucoup de questions qui nous ont été envoyées dans le chat. Le premier a été envoyé par Tom. Voici ce qu'il a dit. Mon expérience au niveau de la littératie à l'étranger est axée sur l'éducation multilingue, qui était en fonction de la langue maternelle. Ce que l'on constate, c'est que d'apprendre la littératie dans la langue maternelle, c'est la meilleure façon d'avoir des compétences en littératie. Est-ce que le Canada a ce genre d'approche? Je vais céder le microphone peut-être à Parissa pour répondre à cette question et peut-être qu'il y aura quelqu'un d'autre qui aimerait répondre. Du meilleur de mes connaissances, pour ce qui est de la formation en littératie dans la langue maternelle, eh bien, je sais qu'il y a des cours qui s'offrent aux enfants. Donc, ça pourrait être dans la communauté iranienne ou arabe ou tout autre pays. On constate que ces gens peuvent trouver des cours où les enfants peuvent
acquérir des compétences de littératie dans la langue maternelle de leurs parents. Et ensuite, ils vont pouvoir communiquer avec leurs parents à la maison, mais aussi communiquer avec les gens lorsqu'ils retournent dans leur pays d'origine. Bon, pour ce qui est de ce genre de cours pour les adultes, je ne sais pas vraiment ce qu'il en est, mais je sais que ces cours existent pour les enfants. Mais parfois, les communautés vont organiser ce genre de cours et parfois, ça pourrait être offert par les écoles ou le système scolaire. Mais personnellement, je ne suis pas au courant de quoi que ce soit par rapport aux adultes. Pas d'humain. En fait, il y a des cours de langue, des cours internationaux offerts ici dans ma localité, à Waterloo-Kitchener, et avec différentes langues maternelles. Ça s'adresse aux enfants du jardin d'enfants jusqu'en 12e année pour les aider à garder leur langue, mais je n'ai rien vu pour des adultes, comme Parisa l'a dit, effectivement. Merci beaucoup. Une autre question, Jeremias. Est-ce que vous aviez un commentaire à faire? En fait, il y a quelque chose que je fais de façon pratique, culturellement parlant. Il y a quelque chose d'important, une décision importante à prendre, qu'un enfant doit prendre. Parfois, l'enfant doit demander à papa et maman. Et donc, pour faciliter les choses, je l'invite à venir avec ses parents et un interprète. Et bien souvent, ça aide beaucoup. Dans cette école et dans le système d'éducation au Canada, c'est, enfin, moi, je demande à l'étudiant comment te sens-tu? Et bien souvent, il est dérouté. Et donc, voilà ce que j'ai fait dans ma pratique et ça fonctionne très bien. Il y a une autre très, très bonne question dans la boîte de dialogue et ça me plaît beaucoup. C'est une question de Jenna et la question est celle-ci. Comment incorporer la voix des immigrants dans notre façon de concevoir les programmes d'études en littératie et les politiques linguistiques? Très bonne question. Et je ne sais pas qui voudrait intervenir. Je peux intervenir. Pour ce qui est des politiques linguistiques ou même donner des cours de langue ou des cours en littératie pour les immigrants, je dirais tout d'abord, dans toute organisation, dans les gouvernements, toute personne qui s'intéresse à préparer à élaborer ce genre de politique doit tout d'abord identifier les besoins en littératie et les objectifs. Et donc, les immigrants sont très variés, avec des antécédents différents, des besoins en littératie différents. Il y a des immigrants économiques dont le but est de s'intégrer tout de suite au marché du travail. Il y a aussi des réfugiés qui veulent simplement trouver un endroit où vivre pour échapper au traumatisme qu'ils ont connu. Mais aussi, ils veulent pouvoir créer des liens avec la nouvelle société, se sentir en sécurité. Ces familles veulent s'intégrer avec d'autres familles impliquées dans la société, dans le marché du travail. Et aussi, le monde évolue autour de nous, le marché du travail aussi. Par exemple, quand on va faire des achats, il y a beaucoup de magasins où il faut passer à la caisse soi-même. Donc, il faut trouver les articles, les numériser, trouver leur nom en anglais. Il faut pouvoir lire même des choses très simples pour aller faire des achats pour vous-même. Il faut un certain niveau de littératie. Et on sait que tous les immigrants n'ont pas le même niveau de littératie lorsqu'ils arrivent. Ils ont euh, différentes lacunes en littératie et leurs buts, leurs motivations sont différents.
Donc, il faut d'abord comprendre cela. L'apprentissage doit être ciblé, adapté au groupe de personnes que vous visez. Un autre facteur très important à considérer pour ce qui est des politiques, il y a deux choses. D'abord, la flexibilité. Il faut comprendre ce qui empêche la participation des gens. Parfois, ce sont des obstacles de temps, des obstacles d'argent. Le chef de famille, par exemple, doit trouver un emploi pour gagner de l'argent et soutenir la famille. Donc, cette personne n'a pas du tout de temps pour participer à une formation. Et pour les mères, par exemple, ou les conjoints qui sont responsables des enfants, s'ils doivent s'occuper de jeunes enfants, elles ne peuvent pas trouver de temps pour aller suivre des cours, hein. Donc, il faut considérer ce genre d'obstacles et voir comment les surmonter pour encourager la participation des gens. Une autre chose qui est importante, c'est la qualité des cours, de la formation offerte. Euh, il faut voir les ressources utilisées pour participer à ces cours et en fonction des ressources, il faut la meilleure qualité possible de cours, adapter les programmes, les modifier en fonction euh, des besoins qui changent souvent. Il faut mesurer les résultats. Intéressant. J'aimerais poser une question, Naïm. Vous avez utilisé les services de littératie ensemble quand vous êtes arrivé au Canada. Si vous en aviez la possibilité, est-ce que vous changeriez quelque chose dans l'offre que vous avez reçue? Non, c'est un bon service. Le Canada a un bon système de ressources et de soutien offert pour les gens qui veulent apprendre et s'avancer linguistiquement, même pour des gens qui travaillent. J'ai des amis qui travaillent le jour et à 6 heures, ils vont suivre leurs cours. La seule chose que je changerais serait d'informer en fait les nouveaux arrivants. Plusieurs d'entre eux ne connaissent pas l'existence de ces ressources. Quand ils arrivent, c'est une bonne idée d'être prêt à leur arrivée et de leur donner peut-être un dépliant leur permettant de trouver les ressources facilement. Beaucoup de nouveaux arrivants viennent ici, n'ont pas de famille ici. Autrement, ce sont les membres de leur famille qui leur parlent de toutes ces ressources. Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont pas de famille ici? Ils sont un peu perdus, le temps passe et ils ne savent tout simplement pas. Donc, c'est une bonne idée de les informer et de trouver une façon de les informer. Donc, les cibler quand ils arrivent, peut-être en posant des questions et en leur donnant un dépliant. Et puis, l'autre chose que je dirais, c'est que beaucoup de gens croient savoir la langue et pensent pouvoir l'apprendre en parlant simplement aux gens au centre commercial ou dans un parc. Euh, mais la seule façon d'apprendre correctement une langue, c'est en suivant des cours. Beaucoup de gens si vous leur parlez simplement au centre commercial, mettons, ne vous corrigeront pas, même s'ils remarquent vos erreurs, hein, parce qu'ils auront peur de vous offenser. Donc, c'est une bonne idée de faire savoir à ces nouveaux arrivants que ces cours existent. Ça peut les aider à mieux s'intégrer. Oui, ça peut être très utile pour la société canadienne aussi. Une dernière question que je dois vraiment vous poser, parce que c'est quelque chose qui est récurrent dans la conversation. On parle de littératie, mais on parle de langue aussi. Donc, j'aimerais vous demander ceci. Est-ce que vous voyez une différence entre les deux? Apprendre, enfin, la littératie et l'acquisition linguistique, apprendre une langue. Voyez-vous une différence entre les deux? Ma question s'adresse à quiconque souhaite y répondre. Personne ne veut répondre. Non, non, je peux essayer. En fait, la langue, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous ne pouvez pas progresser
sans avoir au moins des connaissances de base de la langue, enfin, du pays. Je pense que c'est ce que je ferais comme commentaire, hein. Alors, merci. Malheureusement, le temps file. Je voudrais remercier tous les participants de leur participation à ce forum. Merci à Littératie Ensemble pour cette formidable rencontre aujourd'hui qui nous a permis d'échanger des idées sur la façon d'être une société plus inclusive, plus durable ici dans tout notre pays. C'est très important pour l'avenir de notre pays parce que nous avons beaucoup de nouveaux arrivants que nous accueillons, que nous voulons inclure dans la société que nous bâtissons ici au Canada. Merci beaucoup, Naïm, Vanessa, Jeremiah, et tous les panélistes qui, Parissa, Fadouma, tous les participants et un grand, grand merci à l'équipe de Littératie Ensemble, Mélanie Valsin et son extraordinaire équipe qui ont organisé ce forum. Je voudrais également remercier les interprètes qui ont travaillé très fort aujourd'hui, étant donné que parfois je parle un petit peu trop vite. Merci beaucoup à vous tous. Ne partez pas, nous avons des sous-groupes auxquels vous pouvez participer et en fait, vous avez accès aux liens. Les liens se trouvent également dans la boîte de dialogue. Il se trouve dans le dernier courriel. Le lien vient d'être affiché à nouveau dans la boîte de dialogue. Donc, allez-y, rendez-vous dans un sous-groupe pour rencontrer les panélistes et poursuivre la discussion sur ce sujet de la littératie. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui ont rendu possible cette rencontre cette année en espérant vous revoir l'an prochain. Merci beaucoup.